C'est bon? Merci, bonjour tout le monde, bonne rentrée. Première question, qui vient à Thalix pour la première fois? J'ai pas de mémoire des visages, donc ne m'en voulez pas pour... Super, bienvenue. Merci de venir. Vous nous avez connus comment du coup? Sur Eventbrite. Sur Eventbrite? Super, on restera sur Eventbrite alors. Et bien, bon retour à tout le monde. J'espère que la rentrée s'est bien passée, ou vos futures vacances, hein. Donc comme d'habitude, pour ceux qui connaissent, aujourd'hui on va donc filmer et prendre des photos. Alors vous avez vu, la caméra elle est vers moi, donc la partie film sera que de ce côté-là. Les photos, on va s'arranger pour les prendre de fond de salle comme d'habitude. Si vous ne voulez vraiment pas apparaître dessus, vous me le dites et puis on s'arrangera pour trouver un petit angle où vous ne serez pas dessus. Ne me demandez pas de prendre l'angle qui est le parfait pour votre profil et tout, parce que je n'ai pas jusque-là. Je suis bien pénible. Oui. Bon, et toi tu seras de face, je suis désolé. On a prévu une collation, comme d'habitude, après, donc à base de pizza et de soft. Qui veut rester manger une pizza avec nous? Comme Obélix, je tombais dedans quand j'étais petit. Merci à nos sponsors, Abside, Top, Lili, Asensi et Mamto, qui nous permettent d'organiser ce meet-up. C'est après que tu prends la main, c'est ça? Yes. Il se peut que je n'ai pas du tout vu les slides que je dois parler aujourd'hui. Je vais te donner donc le micro. Je te laisse le tenir. Merci beaucoup. Donc, effectivement, pour 2026, il y aura un petit changement. C'est qu'on a eu la chance d'être hébergé ici. Pour ceux qui nous connaissent depuis très très longtemps, ça fait à peu près 4-5 ans. Donc, on était très contents de vous recevoir là. Ça faisait une petite habitude. On savait où on allait. C'était confort. Sauf qu'on n'est pas re-signé pour 2026 pour laisser la place à d'autres associations. Et ça, c'est cool. Mais du coup, on cherche activement un sponsor salle, alors ponctuel ou récurrent. Alors pour ceux qui ne nous connaissent pas, Stéphane et moi, on est plutôt très organisés, on aime bien anticiper, donc on aimerait que ce soit du récurrent. Mais encore une fois, pas d'obligation. Déjà, ce serait cool qu'on puisse continuer. Et on cherche aussi officiellement un ou plusieurs sponsors financiers. Je pense qu'on peut être plutôt transparent. On arrive... Ce n'est pas pour payer nos vacances. On arrive à boucler toute une année avec 2 sponsors à hauteur de 1 500 € en tout. Donc voilà, si ça peut donner des idées à du sponsoring. On rappelle, hein, le sponsoring, blague à part, il sert à payer la pizza, les boissons. Quand les personnes ne peuvent pas être défrayées par leur entreprise, on paye le trajet aller-retour et l'hôtel, puisque pour nous, il n'est pas question de faire venir des gens sur leurs propres deniers. Donc le sponsoring ne sert qu'à ça. Tout le matériel que vous voyez, c'est du matériel à nous. Donc on ne s'achète pas de matériel avec le sponsor. Donc voilà, si vous avez besoin d'en faire la promotion auprès de votre société, le sponsoring sert essentiellement pour faire vivre le meet-up et faire venir des gens sur tour pour faire découvrir plein de choses qu'on n'a pas l'occasion de découvrir habituellement. C'est ça. Donc l'idée, c'est si vous connaissez des entreprises intéressées. On va la refaire du coup. Pour Antoine. Voilà, si les entreprises veulent nous sponsoriser, puisqu'on n'avons plus le lieu en 2026 et qu'on recherche aussi des sponsors financiers, si vous êtes intéressé sur la région de Tours, n'hésitez pas à venir me voir. Voilà, exactement. Toujours par rapport à ça, et désolé, après on finit vite, d'habitude on est plus rapide, c'est que du coup on aimerait faire aussi un petit peu plus de promotion, parce que on m'a dit que la CMO de Tadix n'était pas très, très forte. On aimerait bien mettre un petit peu de lumière sur ce qu'on fait. Et donc, on vous propose ce soir, après la conférence de Guillaume, de dire une petite bafouille. On a des petites questions. C'est pas très long. C'est 6 petites questions pour les gens qui seraient motivés. On sait que c'est un exercice pas facile. On a même l'autorisation du droit à l'image pour faire les choses bien. Donc, si vous êtes partant, que vous nous découvriez ou que vous soyez là depuis des lustres, bah voilà, ça serait un petit coup de pouce. Ce n'est que pour faire un petit montage d'une vidéo de 2-3 minutes max pour mettre en lumière ce que fait Tadix depuis maintenant 6 ans. On utilisera le modèle banana. Ça existe vraiment? Merci. Donc n'hésitez pas, si vous connaissez des gens qui sont motivés pour nous aider à continuer. Là, je suis en train de ruiner le son, mais c'est pas grave. Hop là. Ouais, je ferai un super montage. Des petites infos sur ce qui se passe. Alors, il y a nos amis de l'AFUP qui reçoivent Valentin Mertens. Si vous n'avez pas eu la chance de venir le voir ici même en début d'année, allez voir les copains de l'AFUP. Ou si vous avez adoré, vous voulez le revoir, retournez le revoir le 22 septembre au CEFIM. On a notre agenda Tadix qui est déjà bien bouclé pour la fin de l'année.
Donc, donc le octobre, pas au CEFI, mais toujours à MAM, on a Denis Germain, et pas sur Taxfile, mais sur un autre talk, je n'ai plus en tête. C'est la bonne version, je l'ai En novembre, on aura Thierry Chantier. Alors, c'est les bonnes personnes, hein, c'est déjà ça. Sur un talk, je ne sais pas encore, mais je lui fais confiance. Et en décembre, le petit cadeau de Noël, c'est qu'on fait revenir Philippe. Ça fera que la 4e fois qu'il vient à TEDx, avec son compère Guillaume, avec un talk mêlant du Compose, du Docker, de l'IA. Je pense que venez. Alors, on essaiera de les timer à moins de 2 heures cette fois. Parce que quand même, c'est important. Oui, pour une fois, c'est pas moi. Donc, c'est pas enregistré. Donc, si vous ne nous connaissez pas, donc Fanny est responsable des slides. Moi, je ne suis que la personne qui est responsable des finances. Non, mais voilà, Fanny et moi, donc on est au bureau. Vous pouvez nous joindre sur tous ces moyens-là. Un petit coucou à Roxane Chanpao qui nous a fait l'habillage visuel de TEDx il y a maintenant un bon paquet de temps, un été, en se buvant une bière sur notre terrasse. Et on est très content parce qu'elle est plus forte que moi avec Paint. Et puis, on va passer la main à Guillaume. Alors, je suis très content de te recevoir, Guillaume. Effectivement, Fanny se moque de moi parce que Guillaume est une personne qui compte pour moi. C'est un développeur advocate, le même métier que je fais, mais depuis beaucoup plus longtemps que moi. Il fait partie des gens qui m'ont donné envie de faire ce métier. Il le fait de manière très, ce que j'aime en fait, très bienveillante. Et du coup, en plus, il a la bonne idée d'aimer comme moi le Java, donc tout va bien. Donc je vous laisse entre ses mains. J'adore le talk qu'il va vous présenter et bonne soirée. Un assistant pour la porte. Donc, merci d'être venu ce soir pour parler d'agents IA. Donc, c'est un sujet fortement à la mode ces derniers temps, bizarrement. C'est un peu le buzzword de l'année. L'année dernière, c'était plutôt RAG, Retrieval Augmented Generation. Et encore avant, c'était la découverte des LLM. Là, clairement, cette année, on parle d'agents IA partout. Il y a un petit peu des côtés, je trouve, science-fiction, des fois, quand on entend parler des agents IA. Donc, je dirais quelques mots aussi là-dessus, parce qu'il y a des choses que, j'allais dire à faire et à ne pas faire. En tout cas, il y a des gens qui en parlent de manière « Ah, c'est autonome, c'est fantastique, c'est magique ». Dans la pratique, c'est pas forcément si magique que ça. Et pour bien arriver à faire tourner un agent correctement, on ne va pas le laisser tout seul dans son coin, de manière magique. Donc ça fait maintenant 9 ans que je suis chez Google. J'ai couvert différents sujets, que ce soit l'orchestration de services, les workflows, tout ce qui est serverless, déployer des fonctions, des containers, etc. Et puis depuis à peu près 2 ans et demi, je m'occupe essentiellement, quasiment à 100% d'intelligence artificielle générative, qui est mon gros sujet, et puis plus récemment les agents, parce que c'est à la mode. Donc si vous voulez me suivre, il y a plein de liens. Grosso modo, moi c'est G, Laforge, partout. Donc c'est facile à me retrouver. N'hésitez pas. Donc on va faire un petit peu d'intro. Qu'est-ce que c'est qu'un agent? Quelques définitions, des caractéristiques, etc. On va couvrir également des design patterns, la manière de créer des workflows de multi-agents, des choses comme ça. Et après, je vais faire 3 démos avec 2 frameworks différents. Je vais utiliser LangChain4j. Alors, je vais le montrer comme ça. Je vais utiliser LangChain4j. Donc, vous avez peut-être entendu parler de LangChain pour Python. LangChain4j, c'est un peu comme LangChain pour Python, mais pour Java. Et du coup, moi, j'adore parce qu'ils ont un logo que je trouve est plus joli que le vrai LangChain d'origine. Donc, on a le petit perroquet qui boit sa tasse de Java, de café. Donc, on appelle ce genre de framework des orchestrateurs de LLM. Et effectivement, c'est un framework qui permet du coup d'avoir accès à plein de large language models différents, ou small language models aussi. Il y a pas mal de composants divers et variés. Par exemple, pour tout ce qui est RAG, il y a beaucoup de choses, comment charger les documents, comment les découper en petits morceaux, etc. Comment calculer des vecteurs embedding pour avoir une représentation sémantique du texte ou des images et autres.
des gestions de templates de prompt, des gestions de la mémoire. Donc quand on fait des chatbots, c'est bien de pouvoir se rappeler de quelle était la question que l'utilisateur a posée juste 2 minutes avant. Donc c'est un framework que j'aime beaucoup, et pour la petite histoire, je suis committeur sur ce framework, et comme je travaille pour Google, j'en ai profité pour contribuer le support de Gemini. Donc si vous utilisez Gemini, le modèle de Google dans LangChain4j, ça va passer par mon code à moi. et en plus, donc normalement, il faut que... Donc il y a plusieurs modules pour... Donc Vertex AI, c'est la partie... Là, je fais la pub Google Cloud, d'habitude, je ne la fais pas, mais donc je travaille pour Google Cloud en particulier. Il y a Vertex AI qui est l'offre avec tous les produits AI, etc. de Google. Et en fait, donc il y a différents modules, un pour Gemini, un pour le Gemini qu'il y a dans Vertex AI, un autre qui donne accès à d'autres produits, par exemple les Store ou autres de Vertex AI. Mais bref, toutes ces choses-là, j'ai contribué. Et il faudrait que je fasse une nouvelle implémentation pour utiliser le nouveau SDK qui unit tous les modèles différents de Gemini. Mais bref, c'est un petit détail. Et je vais parler d'un autre framework. Autant le précédent est un framework d'orchestration de LLM, mais qui vient quand même de rajouter un nouveau module pour créer des agents IA. Autant ADK, qui est un framework qui a été lancé par Google là, il y a quelques mois, c'est tout récent, c'est vraiment un framework pour créer des agents IA. Ce n'est pas juste pour driver des LLM. Donc on peut utiliser différents... alors, par défaut, on peut utiliser Gemini et Anthropic, mais il y a des intégrations après avec Ollama, Light LLM côté Python, et moi j'ai rajouté le support de LangChain4j. Donc je suis committeur aussi sur ADK, et j'ai rajouté le support de mon autre framework que j'aime bien, enfin bref. Et donc on verra, je ne vais pas rentrer trop dans le détail dans celui-là, mais ma dernière démo utilisera ce framework. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un agent? Donc, j'ai plusieurs slides un petit peu pour des définitions, quelques explications. Donc, c'est un système powered, comment on dit, qui est drivé, Attends, comment on dit powered, tiens, en français? Comment tu dis? Propulsé, j'aime bien. Ouais, propulsé par les LLM, très bonne idée. Donc, la définition générale des agents, c'est vieux, en fait, le concept d'agent. Et l'agent, on expliquait que c'est quelque chose qui est capable de sentir l'environnement dans lequel il est et d'agir sur l'environnement. Donc c'est un peu les deux choses clés qu'un agent est capable de faire. Et ici, nous, on va utiliser des agents, enfin de l'IA, et en particulier les LLM. Donc ça, c'est un petit peu la définition générale de ce qu'est un agent. Il a un but à atteindre, et il va se servir de ces sensors, ces actuateurs, etc., pour interagir avec l'environnement. Moi, j'aime bien expliquer, et donc tous ces sensors, actuateurs, etc., c'est des outils, et on va voir ce que c'est tout à l'heure plus précisément. Moi, ce que j'aime bien, c'est un peu ma définition à moi, des agents tels qu'on les entend aujourd'hui, propulsés par les LLM. Finalement, c'est quoi? Mon équation, c'est ça. Un agent, ça va regrouper le LLM pour faire les réponses, comprendre le texte, les prompts qui viennent de l'utilisateur, etc. Et comprendre son but avec ses system instructions, tout ça. Donc on a besoin d'un LLM, on a besoin d'une mémoire pour pouvoir maintenir le contexte de la conversation, si c'est un chatbot par exemple. Il faut aussi la capacité de faire du planning, parce que donc, un agent a un objectif à atteindre, et comment il va atteindre cet objectif? Il va faire étape par étape pour arriver... alors, ça dépend, on va voir. Je vais zoomer sur le planning. Il y a différentes manières de faire cette étape de planning, mais le planning est important pour que le LLM soit capable de savoir où il va, s'il est obligé de décomposer en sous-tâches ce qu'il a à faire. Et tool use, donc on appelle ça différemment, function calling, tool use, etc. C'est une fonctionnalité finalement des LLM, où les LLM sont capables de dire, tiens, pour atteindre cet objectif, pour faire cette tâche, j'aurai besoin d'interagir avec un outil extérieur. Donc c'est sous forme un peu de fonction, et on peut appeler des API, on peut faire différentes choses. Donc pour moi, ça c'est l'équation des agents. Et ces agents ont différentes caractéristiques. Donc la capacité de penser, entre guillemets, parce que je ne veux pas trop anthropomorphiser
les agents IA, mais c'est vrai qu'on a trop tendance à le faire. Donc c'est le fait de pouvoir comprendre le but, le prompt de l'utilisateur, les instructions qu'on lui a données et ce but qu'il doit atteindre. On a ensuite la capacité de planifier, on va voir ce que c'est, comment ça fonctionne, comment atteindre le but qu'on lui a donné. Il va être capable donc d'agir avec son environnement, ça peut être en faisant des recherches RAG, ça peut être en appelant une API REST ou autre, ça peut être même en générant du code et en exécutant du code. Ça peut être, qu'est-ce que j'ai mis d'autre comme exemple, ou même invoquer d'autres agents. Donc là, c'est plus les systèmes multi-agents. Et on peut voir aussi, nous on verra des systèmes, on va dire multi-agents, mais pas forcément des agents ou multi-agents communiquant avec d'autres agents. Mais il y a des choses aussi, des protocoles, par exemple agent-to-agent protocol, qui permettent de faire ça, de faire communiquer des gros agents ou des multi-agents avec d'autres agents. Et ensuite, la caractéristique de réflexion, qui n'est pas forcément obligatoire dans tous les scénarios qu'on peut imaginer, c'est le fait de se dire, bon, là, le LLM, mon système a fait quelque chose, mais comment je pourrais dire ça? Est-ce que ce qu'il a fait est bien, ou est-ce qu'il y aurait des choses des améliorations qu'on pourrait apporter? Et si oui, donc c'est le LLM lui-même qui va être capable de juger ce qu'il a produit et dire « Ah ouais, mais là, c'est vrai que je n'ai pas parlé de ça, et ben on va refaire une boucle pour essayer de rajouter du contexte, de faire d'autres appels pour compléter s'il n'y a pas toutes les informations pour atteindre le but qu'on lui a donné. » Et je vais maintenant zoomer sur la partie planning. Donc dans la partie planning, c'est là où il y a un petit côté un petit peu science-fiction dans les auteurs qui parlent d'agents IA, parce qu'on a l'impression que les agents IA vont être super autonomes, on leur donne une tâche, ils sont capables de tout faire par eux-mêmes, de savoir comment tout découper en tâches, comment interagir avec leur environnement, etc. Et c'est magique. Dans la pratique, c'est pas parce qu'on donne à un LLM les outils dont il a besoin pour faire son travail qu'il va vraiment être capable de savoir les utiliser à bon escient. Et en plus, plus on leur en donne, souvent plus ils ont du mal en réalité à appeler le bon outil au bon moment avec les bons paramètres. Donc il y a différents degrés de planning et à quel niveau se place le planning. Donc là, complètement autonome. Après, on peut avoir, nous, dans les instructions système qu'on donne à l'agent, on peut donner dans le prompt, tiens, d'abord tu vas faire ça, d'abord tu vas faire une recherche, ensuite tu vas faire la synthèse ou le résumé, et ensuite, je ne sais pas, tu l'envoies à tel endroit ou je ne sais quoi. Les LLM sont meilleurs, ça arrive de mieux en mieux à suivre les prompts, mais ça arrive encore que des fois ils se plantent et ils n'appellent pas forcément les choses dans le bon ordre. Moi je vous montrerai surtout ces deux-là, je ne vais pas vous montrer d'exemples complètement autonomes. Et le dernier, donc c'est plutôt un workflow, c'est-à-dire en fait on va driver les appels et les échanges avec le LLM à partir par exemple de code tout simplement. On appelle de manière différente le LLM avec différentes instructions. Ça peut être même des outils de workflow où on définit, je sais pas, en YAML ou en je ne sais quel format, quel est le processus à suivre. Et donc ces trois manières de faire le planning ont des avantages ou des inconvénients. Donc, ouais, j'aurais dû montrer d'ailleurs les petites animations. Donc là, la partie autonome, c'est vraiment le LLM qui décide quel est le plan, les étapes à suivre. Là, c'est l'utilisateur qui donne le plan et on espère que le LLM va suivre ce plan. Et le dernier, non, là, on drive vraiment tout dans l'ordre qu'on veut faire. Et ce que je voulais montrer, c'était ça. Donc, il y a des avantages et des inconvénients. Plus on est en haut, plus on va être sujet à tout ce qui est hallucination, et en particulier, donc on va utiliser ce qu'on appelle le function calling, cette capacité des LLM à interagir avec des outils. Et en fait, on s'aperçoit que des fois, on a donné les bons outils au LLM, mais il n'appelle pas les fonctions dans le bon ordre, enfin, il ne demande pas à appeler les fonctions dans le bon ordre ou avec les bons arguments. Et donc l'exemple que je vous donnerai, un des exemples que je vous donnerai tout à l'heure, j'avais commencé sur une approche prompt-driven, ça ne marchait pas parce qu'il hallucinait les appels de fonctions, et je suis passé sur un workflow beaucoup plus explicite, plus déterministe, et ça fonctionnait bien mieux, et j'ai zéro hallucination parce que je faisais les choses dans le bon ordre. Mais malgré tout, ça marche bien ces approches type workflow
quand on a un workflow bien déterministe, c'est-à-dire moi je sais que la tâche à accomplir par l'agent doit absolument passer par telle étape, mais il y a parfois des scénarios où on n'a pas forcément une telle structure, et typiquement tout ce qui est plus agent conversationnel, chatbot, type un utilisateur qui va interagir avec le chatbot de je ne sais pas quelle entreprise, peut-être que l'utilisateur va vouloir parler plutôt à un agent pour le SAV, plutôt pour celui de gestion des commandes puisqu'il a pas reçu son colis ou des choses comme ça, où là par contre on va avoir besoin quand même de plus d'autonomie ou de agency comme on dit en anglais, c'est-à-dire de liberté du LLM de diriger vers éventuellement des sous-agents plus spécifiques aux besoins non prédictibles parce que l'utilisateur on ne sait pas forcément exactement ce qu'il va demander. Donc en fonction un petit peu des use cases, on va pouvoir choisir ou se diriger plus vers une approche qu'une autre. Dans ce que je vais appeler les design patterns, donc la capacité en fait d'un modèle à interagir avec son environnement, ça se fait par cette notion de function calling. En fait, imaginons que là j'ai ici mon application, on va dire que c'est un chatbot, pourquoi pas utilisant Langchain4j. Imaginons que j'ai un utilisateur qui demande quelle est la météo à Paris ou à Tours. Quelle est la météo à Tours, par exemple? Je vais passer cette requête, mon application va passer la requête au LLM, mais en plus du prompt, c'est-à-dire cette question de l'utilisateur, on va dire au LLM, ah, au fait, il y a des fonctions qu'on peut appeler qui peuvent t'aider à répondre aux questions. Parce que la météo, typiquement, les LLM, ils ont été entraînés jusqu'à une certaine date. Ils savent tout ce qui s'est, ils savent peut-être la météo d'il y a 3 mois, pourquoi pas, peut-être. Mais la météo d'aujourd'hui ou demain, ils ne la connaissent pas. Mais par contre, si on dit au LLM, alors, si jamais, on lui donne la question et sache qu'il y a une méthode pour récupérer la météo. Et bien en fait, le LLM, donc toutes les flèches grises, c'est des interactions que l'utilisateur final ne voit pas. Mais les flèches noires, c'est ce qui est visible en tout cas, ou ce qui est retourné, on va le voir à la fin. Envoyé et retourné par l'utilisateur ou à l'utilisateur. Et en fait, le modèle, donc moi ce que j'aime pas, c'est quand les gens, et on fait un peu cet abus de langage là, de dire les LLM, alors Gemini ou autre, là j'ai mis Gemini, mais peu importe, les LLM appellent des fonctions. Non, les LLM n'appellent jamais rien, mais ils disent, par contre, si tu pouvais appeler cette fonction pour moi et me dire ce qu'elle retourne, mais jamais ils l'appellent eux-mêmes. Hein. C'est toujours nous, le développeur de l'application, qui sommes en contrôle de ces fonctions-là. Et c'est à nous de les appeler. Donc par exemple, moi je sais, donc ok, lui il voudrait que j'appelle getWeather, bah oui, j'ai effectivement une fonction, une classe, un service, je ne sais quoi, qui va appeler par exemple l'API de Météo France. L'API de Météo France va me répondre, à Tours, à Paris, il fait beau, il fait soleil. Je récupère directement le JSON et je le rebalance. Et en fait, c'est le framework qui fait ça tout seul. On n'a pas à le faire soi-même, à le coder ou quoi que ce soit. C'est généralement les frameworks comme Langchain4j qui s'en occupent. Et donc, on renvoie, le framework renvoie au LLM le JSON, forecast égale sunny, ça veut dire qu'il va faire beau. Et du coup, le modèle, sachant ça, il va être capable de répondre, voilà, il fait beau à Paris et à Tours. D'accord? Donc ça, c'est le function calling. Et quand on parle des agents, des actuateurs, des sensors, etc., finalement, ce sont des fonctions qui sont exposées. Et c'est cette unité de base de fonctionnement des LLM. Ils ont été entraînés à savoir appeler les bonnes fonctions au bon moment. Et après, on va avoir, donc ce qui est d'autant plus vrai dans les systèmes multi-agents, on peut avoir des contrôles flow différents. Donc peut-être qu'il va y avoir, pour atteindre le but escompté, on va peut-être, où le LLM va, où on va lui dire au LLM, fais d'abord la tâche A, fais ensuite la tâche B. On peut avoir aussi des choses qui se font en parallèle. Donc là, tout à l'heure, je vous en montrerai un exemple en parallèle, où peut-être qu'on va chercher, moi l'exemple que j'aurai tout à l'heure, je fais une recherche sur Google Search pour des informations sur une entreprise, mais peut-être qu'après, je vais appeler un service financier pour avoir des informations financières sur une entreprise. Ça, je peux le faire en parallèle, puisque les deux tâches sont indépendantes, et à la fin, j'en fais la synthèse. Après, on peut avoir aussi des choses plus conditionnelles, c'est-à-dire, l'utilisateur m'a demandé plutôt ça, je vais aller plutôt accomplir la tâche B,
ou la tâche C en fonction des données d'entrée ou de ce que l'utilisateur me dit. Et puis on a aussi les boucles plutôt classiques où, imaginons, d'ailleurs, est-ce que j'en ai... Non, j'ai pas d'exemple avec les boucles. Imaginons que j'ai une tâche d'écriture de code. Après, peut-être que je vais avoir un agent qui va s'occuper de faire les code review et dire « Ah ouais, non, là, ça va pas, vaut mieux que tu refactores le code comme ci, comme ça. » Et là, le dernier qui va appliquer le code et demander si c'est bon ou pas. Si c'est bon, on n'a pas besoin de réécrire de code, mais peut-être qu'on va pouvoir faire plusieurs tours de boucle jusqu'à temps que il n'y ait plus du tout de feedback du reviewer et le code a atteint le niveau de qualité qu'on espère. Et finalement, tout ça, quand on y pense, c'est juste des choses qu'on fait dans un langage de programmation classique de manière impérative. Une instruction, une autre instruction qui suit. Là, finalement, c'est quoi? C'est un if, else. Là, c'est une boucle for ou un while ou je ne sais quoi. Là, ça peut être du async pour faire des choses en parallèle. Donc, on peut retrouver les mêmes flots de contrôle qu'on a avec un langage de programmation classique. Après, il y a d'autres patterns qui sont importants, ce qui est human in the loop, quand on met l'humain dans la boucle, parce que, honnêtement, ce que font les systèmes IA, ça reste quand même l'humain qui est responsable de ce que l'IA, le LLM, va générer. On va pas, comment dirais-je, le LLM n'a pas de, comment on appelle ça, de personne morale ou physique, ou je ne sais plus comment on appelle ça. Donc au final, ça reste l'entreprise ou le développeur éventuellement à qui on va taper les doigts dessus parce que l'IA fait quelque chose qu'il ne faut pas. Mais il y a plein de workflows, par exemple, qui nécessitent, par exemple, je ne sais pas si on avait un agent qui s'occupe des notes de frais. Alors, c'est peut-être pas le meilleur exemple, parce que typiquement, les applis de notes de frais, ça marche très bien sans des agents. Mais imaginons un agent qui fait des notes de frais. On veut quand même qu'il y ait un moment un manager qui approuve ou rejette une note de frais d'un de ses employés. Donc, il faut garder en tête que l'humain a son importance et il est là pour la sécurité, pour la compliance avec certains process, certifications et autres. Donc, toujours garder en tête qu'on peut aussi faire intervenir un humain dans le fonctionnement des agents. Donc là, j'en ai déjà un petit peu parlé, ce pattern-là, en particulier de boucle. Il y a le pattern React, Reason et Act, où effectivement, on va avoir, par exemple, la pensée, ah oui, là, il faut que je génère du code. OK, je vais générer du code. Et on va avoir peut-être un reviewer qui va dire, ah ouais, mais le code que tu as généré n'est pas bien. Ah, il n'est pas bien, comment je pourrais faire pour l'améliorer? Et on peut rentrer dans cette boucle, une fois, deux fois, trois fois, un certain nombre, ou jusqu'à temps que ça fonctionne bien et qu'il n'y ait plus de feedback à donner. Un autre pattern, mais qu'on retrouve ici, c'est dans la partie pensée, c'est LLM as judge, c'est-à-dire que effectivement là, dans l'observation, on va avoir un LLM qui dit là, il y a encore des choses qu'on peut améliorer, est-ce que c'est correct ou pas? Donc ça aussi pour tout ce qui est process d'évaluation de la qualité des résultats donnés par les agents IA, ça peut aussi pallier parce que c'est compliqué d'évaluer des systèmes IA et ça prend du temps et il faut beaucoup de gens, mais on peut utiliser aussi les IA, les LLM pour faire de la validation finalement de la qualité qui est sortie. Donc on peut avoir un LLM qui juge ce qui a été fait par d'autres agents. Ça, c'est des patterns qu'on voit assez souvent. Et je vais dire quelques mots sur... Donc pour ma première démo, je vais parler de RAG agentique. Donc le RAG, c'est quoi? Retrieval Augmented Generation. Ça fonctionne comment? Donc le RAG, c'est vraiment l'idée d'être capable de chercher dans ses propres documents, dans les données de ses clients, etc. Et de trouver, donc un utilisateur pose une question, on va regarder tous les documents et trouver les extraits des documents qui sont les plus pertinents pour répondre à la question, et le LLM va en faire la synthèse et donner la réponse à l'utilisateur. L'idée de Retrieval Augmented Generation, c'est ça. Il y a deux grandes phases. Il y a la phase d'ingestion, où on va prendre tous les documents, toutes les données clientes. On va découper ça en petits morceaux, des chunks. Donc ça peut être des paragraphes, des fois des phrases, ça peut être, il y a différentes granularités possibles. Et j'ai un talk entier sur les techniques de chunking et autres, mais là, ce n'est pas le sujet de ce soir. Ensuite, on va utiliser un modèle particulier. Donc, ce n'est pas un LLM, c'est un embedding model
qui va calculer des vecteurs numériques, donc c'est des grands vecteurs, des grands tableaux de nombres flottants finalement, et ces vecteurs numériques-là représentent la sémantique du texte ou des images, hein, ça peut être aussi, c'est pas forcément que du texte, et on va stocker tous ces vecteurs ainsi que les bouts de texte dans une base de données, alors base de données qui supporte le vectoriel. Ce n'est pas forcément une base de données purement vectorielle, mais il y a plein de bases de données aujourd'hui qui ont rajouté le support vectoriel pour pouvoir faire des... Oui, tu as une question? Oui, précisément sur ça. Est-ce que, alors, je sais que c'est pas orienté Google, mais est-ce que Ouais. Google a une solution spécifiquement pour cette partie-là, Donc, dans la gestion de documents qui Ouais. serait déjà sur Google? Ouais, donc je répète pour la caméra, vu qu'on m'a dit qu'il faut que je répète les questions. Donc, est-ce que Google propose des choses, en tout cas pour cette partie-là, pour déjà tout ce qui est vectoriel, stockage? Déjà de ce côté-là, donc il y a un produit spécifique de search de vecteurs, mais également toutes les offres de bases de données ont rajouté le support vectoriel. Donc même si on utilise PostgreSQL, donc avec Google Cloud SQL, PostgreSQL, ben on va pouvoir avoir le support vectoriel avec cette base-là, etc. Donc, Je reformule ma ouais. question. C'est l'étape juste avant, parce que effectivement, La partie chunking, etc. en fait, la transformation des docs qui serait Ouais. quelque part pour l'ingestion dans Postgre, dans Vector Ouais. Search, dans tout ça, parce que le problème, c'est d'avoir une énorme base de documents à la base et de la transformation. Ouais, tout à fait. Les outils de vectorisation fonctionnent super bien, mais c'est la grosse base de documents. Ouais, la partie. Donc en fait, on a, comment il s'appelle, Vertex AI RAG Engine, je crois, que j'ai jamais utilisé personnellement d'ailleurs. Mais RAG Engine est capable de prendre les documents de plein de sources différentes et de faire le chunking, etc. D'utiliser aussi, donc on a aussi évidemment des embedding modèles pour pouvoir faire les calculs. Donc on peut choisir l'embedding modèle qu'on veut. Donc on a tout ce pipeline-là existe en produit directement sur Google, de Google Cloud, quoi. Ouais. Donc ça, c'est la première phase d'ingestion. Donc c'est fait, enfin pas une bonne fois pour toutes, parce que évidemment, des documents, ça se remet à jour. Donc il va falloir recalculer des vecteurs embedding quand il y a une nouvelle version d'un document ou d'une donnée. Donc ça peut se mettre à jour au fil de l'eau, etc. Mais après, voilà, on est dans la partie, voilà, on a déployé notre application, peut-être un chatbot, et on est dans la partie, dans l'étape de retrieval. Donc l'utilisateur va poser une question. On va calculer le vecteur embedding, c'est cette représentation numérique de la question, et on va chercher des vecteurs similaires dans la base de données vectorielle dans laquelle on avait stocké tous les vecteurs embedding et tous les extraits de texte. Et en fait, il se trouve que souvent, le vecteur embedding d'une question est assez proche, en termes de distance ou d'angle de vecteur, etc., est assez proche du vecteur, enfin d'un ou des vecteurs qui contiennent la réponse finalement. Donc si dans la démo que je vais faire, je regarde, j'ai chunké la page de Wikipédia sur la ville de Berlin. Et imaginons que j'ai une question, quelle est la population de Berlin? Ben, si j'ai un paragraphe qui dit il y a 3,6 millions d'habitants qui habitent dans la ville de Berlin, et ben en fait le vecteur de ce texte-là et le vecteur de cette question vont être très proches. Donc c'est pour ça que cette recherche sémantique se fait très bien, parce qu'on peut simplement calculer des distances sur des vecteurs, et cette représentation vectorielle-là fait que, effectivement, des questions, des textes similaires, etc., vont avoir des vecteurs proches. Et donc on va remonter les vecteurs les plus proches et les extraits de texte qui sont associés. Et on va en fait créer le contexte, donc le truc à la mode aussi, c'est le context engineering. Ça fait partie aussi un petit peu de cette histoire-là. On va créer le contexte qu'on donne au LLM, c'est-à-dire l'utilisateur m'a posé telle question. J'ai trouvé dans la base vectorielle tous ces extraits-là de texte grâce au vecteur embedding. Donc on a récupéré le vecteur et le texte associé. Et on met tout ça dans le prompt du LLM, dans le contexte du LLM. Et on lui dit, réponds à la question de l'utilisateur avec ces extraits de documents que je t'ai donnés. Et le LM va faire la synthèse et donner la réponse. Et du coup, après, on la passe à l'utilisateur au travers du chatbot. Oui? Et du coup, question subsidiaire, ouais. Là, typiquement, si on pose une question, on va prendre le cas d'un chatbot, on va interroger le document, admettons.
pose la question en langue étrangère. On est obligé d'avoir une étape supplémentaire dans l'agent parce que le vecteur ne pourra jamais être proche parce que c'est une langue étrangère. Donc. Alors, la question des langues étrangères est très bonne parce que vraiment cette brique-là, l'embedding model, est très important. Et si on choisit un bon embedding model, on peut avoir des résultats très différents. Il y avait, je crois que c'est la démo que je vais vous montrer tout à l'heure. Au début, quand je la mettais en place, j'utilisais un petit modèle qui tournait sur ma machine, sur mon laptop. J'utilisais OLLM V6, je ne sais plus quoi, qui est léger et tout, c'est rapide, c'était sympa. Mais je me suis aperçu que ça ne marchait pas si bien que ça, et en particulier dans des cas multilingues. Et effectivement, si on regarde, je ne sais pas moi, qu'est-ce que je veux dire, la voiture est rouge en français, the car is red en anglais, je fais la comparaison de ces deux vecteurs-là, j'ai des valeurs très différentes. Si j'utilise un bon embedding model qui a été entraîné sur des corpus multilingues, eh ben, ils sont entraînés exprès pour que leur vecteur soit beaucoup plus proche. De même, donc on a des embedding models qui existent, qui sont multimodaux, c'est-à-dire qu'ils fonctionnent sur du texte, mais d'autres modalités, comme par exemple des images. Donc imaginons la voiture rouge, la phrase, et une photo contenant une voiture rouge, eh ben, ils vont avoir des vecteurs similaires, parce qu'ils sont capables ils ont été co-entraînés en quelque sorte en parallèle pour que leurs vecteurs soient similaires s'ils représentent les mêmes choses de manière sémantique. Donc le choix de l'embedding model est très important. Oui. Excuse-moi, juste les questions, on peut les poser au fil de l'eau. Oui, moi j'aime bien que ce soit interactif, donc n'hésitez pas à me poser des questions. Dans ce cas, je voulais vous demander, donc c'est nécessaire que ce soit le même modèle d'embedding model. Dans français, Ouais. embedding model. On doit avoir accès au même modèle qu'on a utilisé pour préparer la base de données. Tout à fait. Donc c'est pour ça que là, ici, on voit bien les deux flèches traversent le même embedding model. Et ça, c'est très important parce que même parfois, nous, on a différents modèles d'embedding. À un moment, j'utilisais, comment il s'appelait, Text Embedding 004. Après, on a sorti une version Text Embedding 005. Je me suis dit, tiens, je vais utiliser la nouvelle. À part que j'avais oublié que j'avais calculé tous mes vecteurs avec 004. Et ça me donnait des résultats complètement bizarres. Il n'arrivait pas à répondre à mes questions. Puis après, j'ai pas utilisé ne serait que la même version du même modèle, ça peut donner des vecteurs complètement différents. Donc il faut vraiment s'assurer que l'embedding model utilisé lors du calcul de ces vecteurs-là est bien le même que celui qu'on utilise pour calculer le vecteur du prompt, de la question de l'utilisateur. Sinon, ça ne marchera pas. Et ce qui pose aussi, du coup, là on sort un peu de l'agent IA, hein, mais ce n'est pas grave, c'est bien, c'est intéressant aussi. Ce qui veut dire aussi que, tout à l'heure je disais qu'il y avait, je n'ai pas donné ce terme-là, mais la notion de data lifecycle, c'est-à-dire mon document il a été mis à jour, il faut que je recalcule les vecteurs, parce que le texte a changé par exemple, et du coup le contenu, les vecteurs, ils ne correspondent pas au même chunk, au même bout de texte à droite à gauche, où il y a des informations supplémentaires, etc. Donc il faut être capable de supprimer les vecteurs associés à ce document-là et recalculer pour ce nouveau document. Mais aussi, il y a un moment, on va dire, nous on a une politique aussi de mise à jour de nos modèles, parce qu'on ne va pas faire tourner éternellement toutes les versions de tous les embedding modèles qu'on a eus. Donc il y a un moment, on dit, vous avez 1 an pour mettre à jour et utiliser la nouvelle version. Mais ça veut dire, zut, il va falloir qu'on recalcule tous les vecteurs avec la nouvelle version de l'embedding model. Et ça, quand on a vraiment beaucoup de données, beaucoup de fichiers, beaucoup de data, ça peut éventuellement coûter cher. Après, Google, on n'est pas trop cher par rapport à la concurrence. Mais voilà, donc après, vous pouvez aussi, Google fait aussi des modèles non propriétaires. On a des modèles en poids ouvert, open weight. Donc on a Gemma, qui est un super modèle qu'on peut faire tourner même sur nos Mac pour les plus petites versions. Et on vient de sortir aussi un modèle qui s'appelle Embedding Gemma, qui permet aussi de calculer les vecteurs embedding. Et il fonctionne même avec 100 langues différentes. Par contre, il n'est pas multimodal, celui-là, donc il ne prend pas les images. Mais bon, ce n'est pas souvent qu'on fait forcément des recherches multimodales, mais en tout cas, après, éventuellement, vous êtes capable de venir avec vos propres modèles à vous, y compris des modèles open weight, et stocker ça, et être en contrôle de ce life cycle, et pas être à la merci d'un Google, d'un OpenAI ou autre qui dit ouais non, celui-là, je vais arrêter de supporter cet embedding model-là. Mais en tout cas,
quand on fait du RAG de manière, j'allais dire, industrielle, bah, c'est des préoccupations qu'il faut avoir en tête et pas oublier parce que ça peut coûter cher. Ou même, ça me fait penser Stefan Jensen, qui est le fondateur des conférences Devoxx. Donc quand il a rajouté la recherche sémantique dans l'application de CFP, etc., de Call for Paper, en fait, il redémarrait, quand il redéployait, il recalculait tous les embedding vecteurs. Quand il redéployait, oui, et comme tu dis, ça a coûté pourtant, et c'est pas non plus des gigas de données, hein, c'est quelques milliers d'abstracts, mais il avait noté que, bah oui, ça commençait à coûter cher, vu qu'à chaque fois qu'il redéployait, il fallait tout recalculer. Donc je sais pas quel modèle il utilisait, mais ça lui coûtait cher. Ouais. Sous-versions Ouais. dont on est en train de parler, est-ce qu'on peut s'attendre à des... Il faut calculer, ça se bien. Ouais, on est obligé. S'attendre à des changements de proximité de vecteurs d'une sous-version à une autre. Parce que si les résultats ne sont pas les mêmes Ouais. d'une sous-version à une autre, c'est chaud quand même. Alors, je n'ai pas vraiment regardé de très près si entre, je répète, entre sous-versions, on a des grosses différences. Ce qu'il faut voir, en fait, c'est que ici, on va faire, quand on recherche les vecteurs les plus proches, en fait, on les classe finalement. Et même s'il peut y avoir quelques petites variances, c'est-à-dire, ah tiens, là, ils sont plus éloignés, ou là, un peu moins éloignés, peut-être qu'il va y avoir... Peut-être que ça va garder complètement le même ordre. Peut-être qu'il va y avoir peut-être quelques réordonnements dans l'ordre. Le troisième, il passe en quatrième, le quatrième, il repasse en troisième. Mais ça ne va pas forcément changer énormément de choses. Par contre, bah, si on utilise un embedding model qui supporte une langue qu'on ne supportait pas avant, bah, là, ça va faire la différence. Et en général, bah, les modèles les plus récents ou les plus gros sont aussi en général les meilleurs, mais du coup, qui coûtent aussi plus cher, etc., quoi. Mais donc voilà, l'embedding model est important. On ne parle pas aussi assez, je trouve, du chunking qui peut être important, parce que la manière dont on découpe le texte a son importance. Et bon, je ne vais pas forcément rentrer trop dans le détail, mais donc j'ai des vidéos, etc., et des présentations sur ce sujet-là. Mais dans la démo que je vais vous montrer, là, dans un instant, incessamment sous peu, j'ai utilisé une technique que j'ai trouvée intéressante. Parce qu'en fait, on dit, oui, les vecteurs des questions sont proches des vecteurs du texte qui contient la réponse. Okay, mais est-ce que, si on comparait plutôt des questions par rapport à des questions ou des exemples de réponses par rapport au texte qu'on a dans notre base de données, est-ce qu'on n'aurait pas encore des vecteurs qui seraient encore plus proches? Ça, c'est quelque chose un petit peu d'intuitif. Et il y a des techniques d'embedding qui permettent de faire ça. Et moi, dans la démo, donc je ne voulais pas forcément couvrir ce petit détail-là, mais j'ai utilisé une technique qui s'appelle Hypothetical Questions, où en fait, donc dans la base de données, on stocke le vecteur embedding du texte et le texte. Mais le vecteur, est-ce qu'on est vraiment obligé de calculer le vecteur embedding de ce bout de texte-là? Pas forcément. Et moi, la technique que j'ai utilisée dans la démo qu'on va voir, c'est en fait, j'ai utilisé un LLM pour regarder un gros paragraphe de texte et de dire, je demande au LLM à quelle question répond ce texte. Et le LLM me génère des questions. Par exemple, si, je vais reprendre encore l'exemple de la population de Berlin, si le texte dit il y a tant d'habitants à Berlin, le LLM va pouvoir me dire ah ben en fait, ce paragraphe répond à la question combien il y a d'habitants à Berlin. Et en fait, si je compare la question de l'utilisateur qui demande combien il y a d'habitants à Berlin et moi ma question générée par le LLM, eh ben, les vecteurs vont être vachement plus proches. Et donc pour toute application qui est de type question-réponse, ben, ce genre de technique-là peut être super intéressant. Il y a aussi l'autre approche qui est de faire utiliser éventuellement un LLM plus petit qui n'a pas forcément un grand savoir, mais de lui dire tiens, génère la réponse à cette question-là. Peut-être qu'il va dire, toujours avec la population de Berlin, peut-être qu'il va dire il y a 5 millions d'habitants à Berlin, ce qui est faux, mais néanmoins la structure de la phrase va ressembler beaucoup au texte qui contient la réponse de la population de Berlin. Il y a 3,6 millions, mais il y a bien Berlin, population, habitants, etc. Et ça matche pas mal. Donc il y a plein de techniques de chunking et d'embedding, de re-ranking, etc. Il y a plein de choses pour améliorer les résultats qui sont remontés ici quand on les donne au LLM. Mais voilà, je suis ravi de répondre à d'autres questions sur le sujet. Il n'y a pas de problème si vous en avez d'autres. Là,
là, ce qu'on est en train de dire, c'est qu'on est en train de déporter les coûts très forts quand même sur le... Parce que potentiellement, on va stocker moins de données, moins de vecteurs. On va prendre uniquement les questions qui sont a priori intéressantes. Mais du coup, ça pique au niveau... Du coup, du LLM. Ouais. Après, des petits modèles peuvent générer des questions... Enfin, les petits modèles n'ont pas besoin d'avoir beaucoup de savoir intrinsèque, c'est-à-dire ce qu'ils ont appris dans leur corpus d'entraînement, etc. Et en fait, ils sont capables de dériver des questions du texte. Donc même des petits modèles locaux peuvent faire ça très très bien. Donc moi, j'utilise tout le temps Gemini, donc avec mon artillerie lourde, j'utilise Gemini pour tout. Mais par exemple, je peux utiliser la version Flash Lite, qui est plus rapide et moins coûteuse, pour faire la génération des questions. Parce que là, c'est vraiment juste la génération de texte. Hein. J'ai pas besoin d'utiliser forcément le même modèle de LLM, etc. pour faire cette tâche-là. Ça marche très très bien. Donc, ça peut être, voilà, on peut pallier éventuellement à ces problèmes de coût avec des modèles plus légers, voire des modèles locaux, etc. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Donc, l'approche hypothetical question que j'emploie dans ma future démo, que je vais bientôt arriver à vous montrer, en fait, il y a aussi, donc il y a 1 an à peu près, il y a Anthropic, qui ont trouvé une technique un petit peu similaire, qui est de dire, je regarde des extraits du document et je demande à LLM de dire, voici le document entier, contextualise-moi cet extrait de texte par rapport à l'ensemble du document. Et en fait, le LLM en général, il répond, oui, ça parle, on est en train de parler de la géographie de la ville et en particulier de sa population. Et on va pouvoir calculer en fait les embedding vectors sur ces extraits-là plutôt que sur le texte lui-même. Donc ça se fait au moment du runtime, au moment du retrieval, alors que moi l'approche que je donnais se faisait au moment de l'ingestion, qui est plus intéressante parce que ça ne rajoute pas de la latency supplémentaire au moment où l'utilisateur pose la question. Mais Anthropic, ils sont payés au token hein, aussi. Et en fait, leur approche à eux, c'est que pour chaque chunk, du coup, ils passent à chaque fois le document entier. Donc si on a 1000 chunks, on va passer 1000 fois le document entier et les coûts en termes de token explosent. Donc moi, j'aime mieux mon approche, c'est-à-dire je regarde juste des gros paragraphes, j'en déduis des questions et en fait, je fais une seule passe finalement sur tout le document. Et voilà, je définis le curseur, quelle est la taille que je veux. Et en général, je fais je ne sais plus, là, je faisais par phrase, mais par fenêtre glissante, et je balance 5 phrases, etc. Enfin, bref. Et je crois que je commençais à devoir lever la main, tu avais une autre question? Je comprends pas très bien. Ouais. On veut avoir d'une certaine manière des liens dans ces vecteurs entre tout le monde, avec tout le monde dans le document. Mhm. Mais ça veut dire aussi que dès qu'on rajoute une virgule quelque part dans la page Wikipédia, il faut recalculer tout. Tandis que si on fait juste... Ouais. Alors, on change juste un chunk, si ouais. on change pas un chunk, Bah, le problème, c'est que la virgule, on va peut-être la changer au milieu. Donc après, on peut avoir des systèmes de cache, hein, c'est-à-dire dans la base, on regarde quel est le hash de ce texte. Ah, bah, j'ai déjà calculé le vecteur, je ne vais pas rappeler l'embedding model pour le recalculer. Mais souvent, bah, un petit changement, après, tous les chunks d'après, ils vont plus tout à fait coïncider ou ils vont être un tout petit peu décalés. Et à quelques caractères près, bah, ça peut quand même changer la signification. Et du coup, bah, peut-être que la moitié des vecteurs, on ne les a pas recalculés, mais peut-être que la deuxième moitié, alors qu'il y a juste une virgule, bah, on va quand même être obligé de les recalculer. Donc on peut essayer de faire du caching, etc., du hachage et tout, mais potentiellement... du coup, on va avoir des LLM qui vont, ils vont devoir, on leur donne les deux versions de documents et on va dire, bon, c'est à peu près la même chose. C'est à peu près la même chose, ouais. Mais moi, par exemple, ce que j'aime bien, en tout cas dans l'approche que moi j'ai prise, c'est que je fais d'abord un split par phrase. Et en fait, bah, toutes les phrases qui n'ont pas changé, si j'ai déjà calculé les vecteurs pour celle-là, bah, s'il y a une phrase où il y a la virgule en plus, normalement, enfin là je ne l'ai pas implémenté avec cette approche-là, mais on peut se dire que normalement, j'aurais vraiment que quelques vecteurs à recalculer. Mais encore une fois, il faut bien regarder les différentes approches qu'on a choisies ou le type d'application qu'on développe. Par exemple, type question-réponse, bah, mon approche là, avec les questions hypothétiques fonctionne bien. Mais voilà, il faut... toujours des avantages, des inconvénients à toute approche. Donc il faut bien regarder ça, regarder les problématiques de coût, de qualité, si on a du multilingue ou pas. Enfin bref, il y a pas mal de choses. Je peux faire un talk entier, voire 3 heures entières sur le RAG.
Et je voudrais quand même, donc là on l'a bien expliqué, on a eu très très bonne question. Mais en fait, le RAG fonctionne assez bien. Alors je ne sais pas si le contraste n'est peut-être pas assez bon. Le RAG fonctionne bien pour des questions assez simples, donc, dont la réponse est oui ou non, ou ça c'est plus grand ou plus petit, etc. Ou des choses qui sont passées avant, après. Mais plus on va dans le bas de ce tableau, plus les questions peuvent être compliquées. Et par exemple, les questions un peu à tiroir, à étapes, multi-hop. Donc, je ne vais pas forcément prendre cet exemple-là, mais si je demande à un système RAG quel est le prénom de l'épouse du président du pays dans lequel la capitale, dans la capitale duquel se trouve la tour de 300 mètres érigée par un architecte machin. Mais genre là, il y a 6 ou 7 questions auxquelles il faut répondre avant de retrouver que la femme du président, c'est Brigitte Macron, son prénom c'est Brigitte. En fait, quand on va calculer les vecteurs embedding et les textes, on ne va jamais avoir un vecteur et le chunk de texte, le bout de texte qui va avec, qui contient toutes ces informations-là. En fait, à un endroit, peut-être qu'on va parler des Macron, peut-être un autre endroit, on va parler de Paris, un autre endroit, la capitale de la France est Paris, mais il n'y a aucun vecteur qui pourra être remonté par la recherche vectorielle qui pourra donner la réponse. Et donc, comment on fait dans ces cas-là pour être capable de répondre à ce genre de questions un petit peu à tiroir ou à étapes? C'est là que l'approche, donc moi j'ai commencé à faire des agents en essayant d'être capable de répondre à des questions plus compliquées pour mon système RAG, et je me suis dit comment je pourrais faire. Donc là je vais prendre un exemple assez simple. Donc encore une fois c'est cette histoire de population d'Allemagne. Mon utilisateur il va me poser, peut-être qu'il veut quelle est la population de Berlin, quelle est la situation géographique de la ville, et quand est-ce que la ville a été fondée. Mais peut-être que la personne, au lieu de poser 3 questions simples, distinctes, là je prends l'exemple où elle me pose tout d'un seul coup. C'est pareil, je ne vais pas avoir un vecteur qui va contenir toutes ces informations-là. Donc je vais avoir des vecteurs qui vont moins bien matcher et peut-être qui ne seront pas remontés lorsque je ferai ma recherche simple. Par contre, si je demandais à un LLM, analyse bien la question et regarde s'il n'y a pas différents sujets. Et si effectivement il y a différents sujets, donc là j'utilise Hypothetical Questions Embedding, donc crée des questions par rapport au sujet que tu as identifié dans la question, fais une recherche vectorielle et collecte les réponses pour chacune de ces recherches-là. Et donc j'ai décomposé ça, j'ai cet agent-là, donc c'est un système multi-agent, qui a accès à un outil, et mon outil, c'est l'outil qui fait la recherche vectorielle, et qui va appeler à son tour un autre agent, donc lui il cherche dans la base, et un autre sous-agent, Topic Assistant, qui va regarder ce qui est remonté par la recherche vectorielle et faire un petit rapport, un résumé de ce topic. Donc il va me chercher d'abord la population, il va me chercher ensuite la situation géographique, il va me faire au moins 3 requêtes pour chercher des questions simples finalement dans la base de données. Et à la fin, il va pouvoir remonter pour chacun des sujets, il va me remonter un rapport, et ensuite, cet outil, il rebalance tous les rapports à l'agent principal, et l'agent principal va en faire la synthèse. Donc je vous le montre déjà en démo. Et un truc qui est assez... Alors, il est là. Donc je vais utiliser LangChain for... Ah oui, c'est gentil. Merci. Je vais utiliser LangChain for... Alors je vais pas forcer... Peut-être qu'il faut que je mette un peu plus gros éventuellement. Sinon, c'est pas très lisible. Donc... C'est bien comme ça. Je ne rentre pas forcément dans le détail de LangChain4j, mais comment on peut faire ça? Donc on a dit, il y avait 2 agents et aussi un outil et la recherche vectorielle. Et en fait, ici, on va avoir l'agent principal. On va lui dire, voilà, j'utilise Gemini et je t'adjoins l'outil histoire-géographie. Et tes instructions, c'est... non, ça, pardon, ça c'est la requête de l'utilisateur. On va regarder cet outil, comment il est implémenté. Donc ça, c'est la notion de AI Services de LangChain4j, où on peut, c'est un peu comme un système de Lego, où on va dire, j'ai besoin de ce
language model, j'ai besoin de cette recherche vectorielle, j'ai besoin, etc. On va composer différents composants de LangChain4j et différents modèles, embedding model, etc. Donc lui, on lui a dit, tu as accès à cet outil-là. Et l'outil, il est là, il va définir le contrat d'un autre agent qui, lui, ah bah toi, tu t'occupes d'un sujet particulier, d'histoire, de géo, etc. Et tu dois faire le résumé des informations que tu trouves pour juste un sujet. Et lui, cet outil-là, donc il est défini ici, encore avec AI Services, où on dit utilise tel modèle. D'ailleurs, vous avez vu, là, je n'utilise pas le même modèle que celui qui est ici. Parce que lui, finalement, il a juste à faire la synthèse, il n'a pas besoin d'être très Sioux. Mais celui-là, éventuellement, pour bien analyser ce qu'on lui a donné, c'est peut-être pas mal qu'il soit plus costaud. Et là, donc, cet outil utilise lui-même un autre agent qu'on définit là, enfin, qui utilise ce contrat-là. Parce que AI Services va dire implémente cette interface-là et donc utilise des instructions, retourne tel type de résultat, etc. Et la recherche vectorielle, tu vas le faire en utilisant telle base de données vectorielle. Alors là, elle est derrière un getter, hein, mais là, j'avais fait cet exemple-là avec quelqu'un de DataStax et j'utilisais la base de données AstraDB, une base de données serverless, mais payante. Donc on la voit définie ici. Et l'embedding model, j'utilise normalement, donc j'utilisais, je ne sais plus lequel, j'utilisais, bon, je ne sais pas où je l'ai défini, mais text embedding 005 ou je ne sais pas quoi. Et vraiment, il y a, alors je reviens ici, il y a vraiment que c'est, donc je définis mon modèle, je définis mon embedding model, etc. Alors je vais juste revenir ici, voilà. J'ai deux interfaces à définir et puis un outil à définir et on utilise beaucoup l'approche déclarative avec add tool, etc., add system message pour passer les instructions et tout. Et c'est comme ça qu'on peut faire l'exemple que je vais faire tourner maintenant. Hop, alors je vais le faire tourner en live. Donc on a dit que la question, je vais juste vous la remontrer, donc c'est sur Berlin, je veux la population, situation géographique et les origines de Berlin. Et on va voir, tiens, je vais créer, alors, le premier sujet que j'ai identifié, c'est la population de Berlin, hein, parce que là, ça bouge tout le temps. Eh bien, quelles sont les questions qui correspondent à ce sujet-là? Et je vais faire un rapport sur ce sujet-là. Après, on a la situation géographique. Je vais trouver des questions qui se rapportent à la situation géographique. Je vais chercher dans la base de données vectorielle. Et je vais avoir un rapport juste pour la situation géographique. Et là, alors, donc là, c'est marrant parce qu'il a fait... Donc, le dernier sujet, c'est l'histoire de la ville. Et je veux savoir quand est-ce qu'elle a été fondée, etc. Ce qui est amusant... Bon, alors, là, pour le coup, il a bien identifié les trois sujets. Mais parfois... Là, par exemple, si je le relançais, juste pour voir par curiosité, des fois, donc c'est vraiment, les LLM sont non déterministes et ils vont créer plus de questions et de recherches que le nombre de sujets identifiés. Des fois, je vais avoir 3 recherches et des fois, 1, 2, 3, bon là, il va me faire encore 3, j'ai l'impression. Mais parfois, j'ai plus de 3 recherches et des fois, il me fait 4, 5 recherches en se disant, peut-être que je n'ai pas encore toutes les informations qu'il me faut. Et c'est vraiment le LLM. Moi, je lui ai donné les instructions, je veux dire, de manière... Donc là, après, j'ai le rapport, hein, population, géographie, histoire, et tout ça, c'est correct. Mais c'est vraiment... ici, c'est l'approche où moi, je donne le prompt pour le planning et je dis, suis ces étapes-là. Mais ça ne marche pas toujours bien. Là, en l'occurrence, en autonomie, mais en suivant quand même mon conseil de découper les choses par sujet, etc., ça fonctionne très, très bien dans cet exemple-là. Mais pour le prochain exemple que je vais vous montrer, eh ben, l'approche prompt comme ça, où je dis fais ça, 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 eh ben, ça ne marchait pas du tout. Donc c'est ce que je vais vous montrer juste après. Des questions pour l'instant sur cette approche-là? Non? Ok. Oups, je ne vais pas remontrer toutes les animations. Donc un autre truc sympa, c'est que les agents, enfin les LM sont assez, ont été entraînés sur pas mal de contenu et je m'étais dit tiens, je vais essayer d'exercer leur créativité et de générer des histoires de science-fiction avec des agents. Donc c'est ce site-là, tous les jours je génère... Non, je te vois, je me dis, c'est une question où tu vas te gratter le dos.
Donc il y a shortaistory.web.app où tous les jours, j'ai Gemini qui va me créer une nouvelle histoire de science-fiction et qui va aussi créer des illustrations pour les différents chapitres de cette histoire. Donc je peux revenir en arrière, voir les histoires d'hier, d'avant-hier, etc. Et en fait, comment faire ça avec des agents? Parce que je peux déjà juste faire un prompt et demander à Gemini ou n'importe quel LLM, tiens, crée-moi une histoire de science-fiction, et il va le faire. Mais moi, je voulais quelque chose d'un petit peu plus structuré, avec différents chapitres et tout. Et je me suis dit, bah, tiens, comment je peux développer ça? Non, c'est ici, voilà. Comment je peux développer ça? Et ben, je me suis dit, je vais utiliser la même approche avec les prompts en disant, d'abord, crée-moi une histoire. Pour chaque chapitre que tu vas créer, crée un prompt pour un modèle de génération d'images, appelle le modèle de génération d'images pour générer les illustrations, et après, essaie de choisir la meilleure illustration qui correspond bien à ce texte-là. J'accélère peut-être un peu, ça va. Voilà. Donc il y a différentes étapes qui me paraissaient assez simples à suivre, mais en fait, je me suis aperçu que quand je dis fais 5 chapitres, il ne me fait pas des paragraphes, il me fait des gros bouts de texte, et il ne veut pas me faire des paragraphes, donc c'est un petit peu touffu, un peu difficile à lire. Je lui demande de générer des images pour illustrer, mais donc j'ai un autre appel, un agent qui lui va... Donc, tu as généré 4 images pour ce chapitre-là, choisis l'image qui est la plus pertinente, qui matche mieux ce chapitre-là. Et bien des fois, il appelait l'outil pour choisir la bonne image, mais il avait oublié de générer les images avant. Donc il donnait des URL complètement bidons des images, et le LLM, il répondait un peu n'importe quoi ou à côté. Ou il choisissait au hasard une image. C'était assez mystérieux. Et j'arrivais toujours pas à voir mon texte en sous-paragraphe et tout. Et c'est là que je me suis dit, bon, l'approche où moi, le planning, je lui donne le prompt et j'espère qu'il est assez intelligent pour suivre mes instructions, ça marchait pas trop. Et du coup, c'est là où je me suis dit, je vais utiliser l'autre approche vraiment plus déterministe avec un vrai workflow. Parce que là, il n'y a pas 40 000 manières de générer mon histoire. Donc c'est pour ça que j'ai fait, alors tous les jours à minuit, j'ai un scheduler qui va appeler mon agent. Mon agent, évidemment, j'ai réutilisé LangChain4j pour ça. L'agent, l'agent, l'application qui fait les appels à l'agent, il va d'abord appeler un story writer où je lui dis, voilà, crée-moi une histoire avec un titre et 5 chapitres. Ensuite, pour chacun des chapitres, crée-moi un prompt pour illustrer ce chapitre-là. Ensuite, tu vas appeler un modèle de génération d'images avec le prompt en question. Tu me génères l'illustration. Après, il stocke les images dans des buckets, des choses comme ça. Et ensuite, je vais utiliser le pattern LLM as Judge, où en fait, je dis, voici le chapitre, voici toutes les images qui ont été générées, laquelle, parmi toutes ces images, match mieux le contenu de ce chapitre. Et donc là, il va me retourner juste une seule image, celle qui est la plus pertinente, et c'est celle que je vais utiliser pour illustrer sur le site web. Et c'est là que j'ai vu quand même, bon, ouais, les chapitres, il ne me les a pas vraiment, pas fait des beaux paragraphes et tout. Donc je redemande au LLM, pour chaque chapitre, essaie de séparer en différents paragraphes le texte du chapitre pour que ce soit plus lisible. Et il va sémantiquement bien comprendre, là il y a un dialogue, là il y a une intro, etc. Il va bien me faire des paragraphes. Et enfin, je stocke, là j'ai utilisé la base de données orientée documents Firestore, et je stocke ça dans la base de données. Et pour faire ça, en fait, alors c'est où? C'est... où est-ce que je l'ai mis? Il faut que je le retrouve. Fenêtre. Je vais le rouvrir, c'est pas grave. Open. Short Generate Stories. New Window, c'est très bien. Et alors, je ne vais pas forcément rentrer dans le détail dans celui-là, mais enfin, je vais vous montrer quand même quelques petites choses. Donc, par exemple, avec LangChain4j, on peut utiliser vraiment des objets fortement typés pour représenter les choses. Donc, au lieu de manipuler juste du texte que les LLM retournent, on fait automatiquement, on utilise la capacité des LLM à générer du JSON, etc. Et donc, on peut faire du mapping, du marshalling, par exemple, avec des records en Java. Une histoire, finalement, c'est quoi? C'est un titre, c'est une liste de chapitres. Un chapitre, c'est quoi?
il y a un titre pour le chapitre, le contenu du chapitre et l'URL où j'ai stocké les images générées. Donc je vais pouvoir manipuler ce genre de choses. Et en fait, donc on va voir que là, au lieu d'avoir un prompt, je fais les choses de manière très programmatique. Alors il y a plein de système out, etc. Donc il faut vraiment juste regarder. Par exemple, ici, j'ai une méthode prépare l'histoire. Ensuite, pour chacun des chapitres, j'ai une méthode, non, là c'est juste pour l'output. Pour chacun des chapitres, tu vas me faire préparer un prompt pour l'image, génère les images, choisis la meilleure image parmi toutes ces images par rapport au chapitre, et aussi améliore le texte pour créer des paragraphes qui vont bien. Et si on regarde, je vais regarder par exemple la génération d'images, pourquoi pas. Là, je vais utiliser un image model qui génère des images. Je vais récupérer, par défaut, en général, il génère de 1 à 4 images. Et je vais stocker les différentes images. Après, si on regarde celui-là pour choisir la meilleure image, je lui passe quoi? Donc j'utilise un modèle multimodal qui va être capable de prendre des images en entrée. Donc ça, c'est la réponse structurée que je veux donner, mais voilà, ici, ton rôle, c'est de juger parmi toutes ces images que je te donne, lequel match mieux le contenu du chapitre. Et voici les URL des images qu'il est capable de charger. Et tout ça, ça se fait vraiment de manière très programmatique. Et avant, il hallucinait, il me générait de la merde, désolé, et il appelait les mauvaises fonctions dans le mauvais ordre, où il hallucinait les paramètres, etc. Et depuis que j'ai fait une deuxième version vraiment très programmatique de mon workflow qui est très déterministe, et ça a marché de manière impeccable. Donc j'ai juste remarqué de temps en temps, bien que je lui dise 5 chapitres, ça arrive une fois de temps en temps qu'il m'en génère que 3 ou des choses comme ça. Mais ça reste un LLM, il n'obéit pas toujours à 100%. Après, il y a des choses qui sont perfectibles. Par exemple, si on regarde les personnages, ils ont des fois des têtes différentes parce qu'il n'y a pas de cohérence de gestion des personnages, etc. Donc je pense qu'une énième version de ce projet-là pourrait travailler de manière différente. Par exemple, d'abord travailler sur la notion de personnage, de générer des prompts pour représenter les personnages, ou de pouvoir utiliser des modèles type Nano Banana, là, le nouveau Gemini Flash Image Preview qu'on a sorti récemment, qui a fait un peu le buzz, qui lui est capable vraiment on génère un personnage, et si le personnage revient dans l'histoire et on doit illustrer le personnage, enfin une scène avec ce personnage-là, il peut réutiliser pour avoir la consistance, c'est vraiment le même personnage qui apparaît au travers de toutes les illustrations. Donc il y a encore plein de manières d'améliorer ce genre d'agent-là pour faire quelque chose de créatif. Donc voilà mon deuxième exemple, et je vais finir avec une troisième démo où je vais parler de ADK, donc c'est le nouveau framework de Google pour faire des agents. Donc c'est un autre projet open source. À la base, il est sorti en Python, mais lors de Google I.O., on l'a annoncé également avec une version Java. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est le genre de truc qu'on peut déployer un peu où on veut. Agent Engine, qui est un truc chez Google, mais on peut le déployer chez OVH, chez qui on veut. Donc moi, je vais utiliser la version Java. Par rapport à ce qu'on a vu avec LangChain4j, alors soit de manière programmatique, soit de manière très déclarative avec les interfaces, les annotations, etc. Ici, l'approche de ADK, c'est plus une hiérarchie d'agents, où on va définir un agent et ses sous-agents dont il va avoir besoin. Donc c'est une manière un petit peu différente de déclarer comment le système multi-agent va fonctionner. Mais vraiment, on garde cette idée de décomposer les choses. On ne fait pas juste un gros appel à un LLM avec des instructions qui font 3 pages, mais on va vraiment décomposer chaque tâche pour un sous-agent. Et il y a différents patterns, comme on les avait appelés tout à l'heure, pour faire des choses en séquence, en parallèle, en boucle, pour faire du React, pour faire des choses comme ça. Il y a tout ce qui est notion de session, stocker des choses dans la session, etc. Ce qu'il n'y avait pas forcément, maintenant dans le module agentique de LangChain4j, on peut le faire aussi, mais ce qu'il n'y avait pas initialement. Le support de MCP, le support de A2A, qui est le support multi-agent, pour faire communiquer des agents sur des plateformes, des langages différents. Et donc moi j'ai travaillé sur une intégration avec LangChain4j pour étendre
du coup ADK pour utiliser d'autres LLM que ceux qui étaient supportés par défaut, c'est-à-dire Gemini et les modèles d'Anthropic. Après, on a des petits trucs sympas aussi qu'on ne retrouve pas chez les autres. Par exemple, on a la notion de streaming bidirectionnel multimodal, c'est-à-dire que les agents, on peut leur parler et partager la webcam, etc., pour échanger avec des agents de manière, avec un téléphone, avec un ordinateur, faire du partage d'écran, faire des choses comme ça. Ça, c'est un truc qu'on ne retrouve pas, par exemple, chez LangChain4j, on ne peut pas faire ça même avec le nouveau module agentique. C'est un truc assez original qu'on ne retrouve pas ailleurs. Après, il y a on peut lancer en ligne de commande, on a une UI qui est sympa, il y a une fonctionnalité, mais qui est pour l'instant, je crois qu'il faudrait que je reteste, mais qui est disponible que dans la version Python pour automatiquement faire des évaluations, pour s'assurer de la qualité de ce que les agents génèrent. Oups, alors non, c'est pas tout de suite thanks for your attention, mais je veux vous faire une démo de ADK pour vous montrer un petit peu le style qui est assez différent. Donc là, dans ce projet-là, j'ai plein de petits agents différents et je voulais illustrer les différents flows qui existaient. Et je me suis dit, tiens, je vais illustrer la notion de flow en parallèle en faisant quoi? En faisant une recherche sur, donc je vais appeler ça un compagnie, non, je ne sais plus si c'est celui-là, ouais, le compagnie, voilà, un market researcher. Donc ça va être mon agent principal qui va être capable de faire des recherches à propos d'une société. Et lui, donc c'est là où on va voir le niveau le niveau hiérarchique, c'est-à-dire que cet agent-là, il va avoir des sous-agents. Et cet agent-là, en fait, c'est un agent parallèle, c'est-à-dire que lui, il va faire en parallèle une recherche sur les informations de la société, des news sur cette société, et aussi des recherches sur la société. Non, alors d'ailleurs, le top level, en fait, d'ailleurs, c'est celui-là. Je dis une bêtise. Parce qu'en fait, il y a deux étapes. Celui-là, il va être... non, oh là là. Je ferais mieux de regarder par le bas, en fait. C'est celui-là. Il fait une séquence. Il appelle le market researcher, donc je viens d'expliquer qu'il fait les choses en parallèle. Et on a une dernière étape qui est celui qui va faire la compilation de toutes les étapes parallèles. Et effectivement, il va récupérer les informations de celui qui a fait le profiling, de celui qui a récupéré les news, de celui qui a récupéré les informations de finance. Et si on regarde, donc par exemple, celui qui fait des recherches sur la société, il utilise aussi des outils. Par exemple, il va utiliser Google Search pour faire trouver quel est le CEO, où est-ce que la société est hébergée, etc., sa mission. L'autre, alors les trois, ils utilisent Google Search, je ne me suis pas embêté, mais on pourrait interagir avec un système financier ou je ne sais quoi. Lui, il va rechercher des news par rapport, des news sur la société, et celui-là, il va faire la recherche financière. Et donc, si je le fais tourner, celui-là, alors je pourrais vous montrer aussi, en même temps qu'il y a ça, je vais copier-coller tout le code, et je me suis vibe-codé une petite application sympa où je lui donne mon code, et il va me faire une représentation visuelle de mon graphe. Donc, je vais le laisser générer. Et là, je vais demander un report about Google. Et on va voir, alors j'ai rajouté pas mal de logging. Et on va voir, donc d'abord, il va appeler le company profiler qui va faire sa recherche. Et il va trouver, donc il va rajouter dans le, ça c'est la réponse textuelle qu'il donne, mais il rajoute dans le contexte, dans la gestion d'état, il va rajouter une variable. Et c'est celle qu'on voit après dans le prompt, après avec les accolades, profile, etc. Il va rajouter ce qu'il a généré dans cette mémoire partagée. Après, il y a le News Finder. Ah ok, je vais trouver les news à propos de Google. Par exemple, à Google, hier, là, l'action me rend de plus en plus riche. Et Google a atteint une capitalisation de 3 trillions, c'est-à-dire 3 000 milliards de dollars. Donc il n'y a que 4 sociétés dans le monde. Il y a Apple, il y a tout ça. Et voilà. Et par exemple, là, comment? Il y a Oracle maintenant. Ouais. Et Microsoft et Apple, je crois que c'est les 4, si je ne dis pas de bêtises. Par exemple, là, on a créé un nouveau modèle dérivé de GEMA, etc. Et qu'est-ce qu'on a? Donc là, Financial. Et on vire des gens. Et ouais, apparemment, il y a des... Mais du coup, ça, j'ai pas vu la news. Laid off 200 AI contractors. Ça, tu vois, ouais, c'est des contractors, c'est pas grave.
pas moi. Euh, Bon, j'ai eu peur, hein, il y a 2 ans quand même, parce qu'il y a eu pas mal de monde de viré, et en particulier dans mon service à moi. Et donc, celui qui fait les analyses financières, etc. Et le tout dernier va en faire la synthèse. Donc voilà, le report compiler, qui lui va me faire le rapport final, executive summary, company profile, les dernières news, le rapport financier, etc. Donc c'est une manière de faire, de spécialiser des sous-agents, d'ancrer une structure hiérarchique pour les faire collaborer ensemble et qui ne se focalisent que sur une tâche. Parce que les agents, contrairement un petit peu ce côté science-fiction de « oh, les agents, c'est magique », je leur demande de faire le profiling et ils vont tout trouver tout seuls, savoir comment utiliser les moteurs de recherche et autres. Mais en fait, quand on spécialise des sous-agents, on aura de bien meilleurs résultats. Et les agents super autonomes, c'est encore aujourd'hui de la science-fiction, je suis désolé de le dire. Et je voulais vous montrer ça, voilà. Donc c'est un petit peu petit, mais attends, je vais réordonner un petit peu les trucs pour que ce soit plus joli. Pof, pof, pof. Non, comment je l'ai mis? Voilà, ce sera plus joli comme ça. Et on va retrouver la structure que j'avais dit, c'est-à-dire, alors je vais zoomer, ça je peux le rapetisser un petit peu, et plus, et ah aussi je peux faire comme ça aussi. Et on retrouve bien la structure, donc j'ai mon compagnie détective qui va faire la recherche market, chercher les informations de la compagnie, chercher des news sur la compagnie, chercher l'analyse financière, et la deuxième, après avoir fait cette recherche-là, la deuxième et dernière étape, c'est de générer le rapport financier final. Et c'est marrant parce que ça, j'ai vibe codé ça, c'est pas un truc, un outil de Google ou quoi. En une après-midi, je me suis amusé et je lui donne du Python, je lui donne du Java, il arrive à tout reconnaître et à me générer des trucs comme ça, avec des composants React, Node, je sais plus comment il s'appelle, Node React, je sais pas quoi. Et je trouve ça assez hallucinant ce qu'on peut faire en vibe codant. Donc voilà, ADK, ce que j'aime bien en tout cas, c'est son côté, l'approche hiérarchique est intéressante, et c'est assez facile finalement de raisonner de manière hiérarchique et comment faire collaborer des sous-agents entre eux. Et je trouve ça assez élégant. Bon, j'aime bien l'approche de LangChain4j avec ses services, etc., aussi très déclaratifs, qu'on peut suivre assez facilement de manière programmatique. Mais là aussi, j'aime bien cette approche hiérarchique. Après, on a des approches graphes, par exemple, tout ce qui est LangGraph, c'est une approche plus graphe. On design le graphe comme celui un peu que je crée avec mon truc vibe codé, mais voilà. Donc il y a différentes approches. Je ne sais pas s'il y en a une qui marche vraiment mieux que les autres, mais en tout cas, celle-ci fonctionne très bien. Donc merci pour votre attention et je suis ravi évidemment de répondre à d'autres questions.